Honorables députés et chers collègues, je voudrais introduire mon adresse en soulignant toute la gravité et la solennité du moment que nous traversons. La nature des événements et le poids des vies humaines fauchées qui nous imposent une attitude digne et une concentration totale. La nation entière nous regarde et le reste du monde avec elle. Faisons preuve de la plus grande dignité dans notre conduite de ce jour, pour que questions graves qui nous réunissent ici soient traitées dans le calme et avec le plus grand sérieux. Au nom du peuple, je vous invite à vous abstenir de tout comportement ne reflétant pas la grandeur que ce peuple attend de nous. Honorables députés et chers collègues, vous et moi, dignes représentants de notre peuple, sur qui repose la noble mission de porter la voix de chacun des fils et filles Congo, c'est à vous que je m'adresse ce jour. Nous sommes ici réunis parce que le spectre de la guerre qui plane sur nous depuis 3 décennies sans conjuration menace de s'étendre toujours plus loin l'ombre de ses horaires et de ses crimes innommables. Faudrait-il rappeler que toute une génération de Congolais a été sacrifiée sur l'autel d'une guerre persistante, aussi injuste que destructrice. Cette génération qui est née et qui a grandi au cœur d'un conflit qu'elle n'a pas causé ni souhaité, en paye aujourd'hui le prix lourd tribut. Certains de ceux qui n'ont jamais connu un temps de paix sont parmi nous dans cette salle. Je m'adresse aussi particulièrement à eux, nos jeunes députés. Nous sommes réunis parce que le commandant suprême de nos forces armées, ultime garant de la conservation de la nation, de la préservation de son intégrité et de la sauvegarde de son unité, nous a solennellement conviés à nous joindre à ces efforts inlassables pour formuler les propositions les plus pertinentes à l'effet d'atteindre le seul objectif qui nous importe, celui de faire triompher la paix sans aucune compromission sur notre souveraineté et encore moins sur notre dignité et intégrité territoriale. C'est avec un cœur lourd que j'ouvre cette session extraordinaire de notre Assemblée nationale pour mobiliser vos énergies qui, en des circonstances idéales, seraient consacrées en ce moment à la communion avec la population dans nos circonscriptions respectives. Honorables députés et chers collègues, il y a quelques jours, de nombreux soldats de nos forces de défense et des patriotes Wazalendo sont tombés sur les champs d'honneur. C'est avec tant de bravoure et tant de vigueur qu'ils se sont battus jusqu'à l'ultime péril, bravant la peur et refusant de céder à toute forme de lâcheté. Que cet épisode particulier de notre histoire résonne à jamais dans la mémoire collective et serve d'exemple et de courage, de patriotisme aux générations présentes et à venir. Quand la patrie est menacée, nous en devenons tous les soldats. C'est pourquoi je vous invite à saluer la mémoire de nos héros dans la méditation et le respect. Nous devons leur témoigner de toute notre reconnaissance pour leur vie offerte, comme celle de Patrice Emery Lumumba, de M. Laurent Désiré Kabila, de Simon Kimbangu, de Kimpa Vita, de Monseigneur Kataliko Munziwa Mboga, pour qu'un jour les enfants de ces pays connaissent enfin la paix et la prospérité.
Au cours de cette guerre, nous avons aussi perdu un précieux soldat mort au front, arme à la main, le général-major Peter Chirimwami. Nous avons aussi perdu le colonel Alexis Rugabisha, alors qu'il était engagé à défendre courageusement notre drapeau sur l'axe Bukavu-Nyabibwe pour stopper l'avancée des agresseurs. Levons-nous pour une minute de silence et gardons à l'esprit que le sang versé pour la patrie vivifie à jamais l'âme immortelle de notre nation éternelle. Honorables députés et chers collègues, notre circonstance, et comme il m'importe de le rappeler, notre pays fait face encore une fois à une guerre injuste qui impose aux innocentes populations des atrocités d'une barbarie inclassable, mettant entre parenthèses toute expression d'humanité au profit d'intérêts obscurs de ceux qui ont délibérément choisi de s'ériger contre la paix, contre le progrès et contre l'impératif de la solidarité et de la fraternité africaine. Précieux héritage que nous ont légué les pères des indépendances, chèrement acquis. Par le fait du Rwanda, depuis 3 décennies maintenant, c'est dans le sang et le pleur qu'à l'est du Congo, les enfants sont arrachés à leur mère et les époux à leurs femmes. Dans cette partie du pays, les vieux sont parfois jetés sur les routes et les sentiers en quête d'abri. Des milliers de jeunes sont livrés à l'errance et luttent tous les jours pour se soustraire au voile brumé de la violence qui tend d'obscurcir l'horizon de leurs perspectives individuelles et collectives. C'est depuis 3 décennies que le bruit des bottes et les coups de canon charrient les rivières de sang et des torrents de larmes sur nos terres de l'Est pourtant si riches et si belles. 3 longues décennies que les élèves y sont empêchés d'étudier correctement, que les mères et les filles sont éprouvées dans leur dignité par les viols systématiques érigés en armes de guerre. Que des champs saccagés, que du bétail décimé, que des maisons incendiées, que des familles endeuillées, dans l'indifférence générale et parfois dans le silence coupable de ceux qui se disent être les amis du Congo. Honorables députés, chers collègues, comme je l'ai dit, nous sommes tous et toutes les soldats de la nation. À ce titre, chacun de nous doit prendre la mesure de cette tragédie et puiser dans ses ressources intellectuelles et morales ce qui est nécessaire pour qu'à l'issue de cette session, nous formulions à l'intention du chef de l'État et de notre peuple les recommandations les plus appropriées pour alimenter les volets politiques et diplomatiques du plan de sortie de crise. Sur le plan politique interne, chaque Congolais se doit de répondre sans condition et sans délai à l'appel de l'unité lancé par le chef de l'État en dépassant les clivages conjoncturels et les frontières précaires de nos appartenances politiques. L'appartenance à la nation est la seule identité qui vaille en ces temps de crise. C'est elle qui mérite que nous puissions taire nos différends, dépasser nos égos, oublier nos attentes personnelles et privilégier l'intérêt national. C'est à ce prix que nous mériterons de la confiance de notre peuple et nous préserverons l'honneur de la RDC, notre pays, face à l'histoire. Pour les véritables enfants de ce pays, il n'y a aucune gloire,
aucun prestige qui puisse être tiré de se désolidariser de la cause nationale. Aucune victoire politique ne saura compenser l'amertume du sang de nos compatriotes et les conséquences d'une catastrophe militaire. Ne soyons pas naïfs, parce que l'enjeu du récent développement de la situation sécuritaire à l'Est renseigne clairement qu'un pas de plus a été franchi sur l'agenda de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Oui, c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous priver de la jouissance d'une partie de notre territoire et créer les conditions de son éclatement généralisé. Aucun Congolais ne le permettra. C'est sous cet angle qu'il importe de considérer l'appel. Ne soyons pas naïfs, disais-je, parce que l'enjeu du récent développement de la situation sécuritaire à l'Est renseigne clairement qu'un pas de plus a été franchi sur l'agenda de la balkanisation de la RDC. Oui, c'est de bien cela qu'il s'agit. Nous priver de la jouissance d'une partie de notre territoire et créer les conditions de son éclatement généralisé. Aucun Congolais ne le permettra. C'est sous cet angle qu'il est pour de considérer l'appel du chef de l'État qui, dans son rôle historique, reconnaît l'importance de renforcer l'unité nationale. Je me réjouis de constater que les pères des églises catholiques et protestantes au Congo y ont répondu promptement, donnant un exemple à suivre à toute notre classe politique et à la société civile. Autant que le Congo doit rester indivisible, notre peuple, dans sa diversité politique et ethnique, doit demeurer soudé face à cette lourde menace. Dans le même registre, nous sommes convaincus que le président de la République prendra d'autres mesures propices à la décrispation politique, à la cohésion et à la mobilisation générale. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier notre peuple pour la mobilisation spontanée de partout et plus particulièrement nos compatriotes de Bukavu. J'attire aussi l'attention de notre jeunesse à s'abstenir de tout acte de violence et de vandalisme qui pourrait ouvrir une brèche dangereuse aux ennemis de la patrie. Je condamne les actes de destruction et de violence perpétrés contre certaines ambassades, certains commerces et intérêts publics. Honorables députés et chers collègues, sur le plan diplomatique, les efforts doivent se poursuivre pour trouver une issue pacifique au conflit. L'Assemblée nationale va accentuer la diplomatie parlementaire déjà engagée à travers les organisations auxquelles nous appartenons, telles que l'UIP et l'APF. Un plan spécifique sera élaboré dans le même sens vers les autres parlements amis pour porter la voix de notre pays et défendre la restauration durable de la paix. Ces démarches se fondent sur la conviction que le progrès économique et social de notre pays, de notre continent, j'allais dire, passe aussi par l'unité africaine. L'Afrique doit arrêter d'attaquer l'Afrique. Les Africains doivent s'abstenir d'endeuiller d'autres Africains. Aussi, les élus du peuple que nous sommes apprécient certainement à sa juste valeur les condamnations qui pleuvent contre le Rwanda à cause du soutien ouvert et indéniable qu'il apporte à la rébellion du M23. Cependant, nombreux d'entre vous m'avez exprimé votre incompréhension quant au fait que dans le traitement de ce conflit, la victime que nous sommes est considérée de la même façon que son agresseur. Alors qu'ailleurs, des circonstances similaires donnent lieu à une démarcation plus claire et des actions plus vigoureuses de la communauté internationale
en faveur de ceux qui sont agressés. Pourquoi pas le faire pour la République démocratique du Congo? N'est-il pas plus cohérent que faire suivre les condamnations par les sanctions à la hauteur des crimes décriés pour apporter la preuve de la sincérité vis-à-vis de la République démocratique du Congo et de son peuple, mais aussi pour décourager la poursuite de l'entreprise belliqueuse de nos voisins, le Rwanda et l'Ouganda, et leur soutien. À titre d'exemple, au moment où Goma est sous occupation, nous ne devrions-nous pas nous attendre à ce que l'Union européenne reconsidère ses accords de coopération sur des minerais stratégiques avec nos agresseurs, considérant la controverse, ou plutôt l'évidence quant à l'origine de ces minéraux et leurs conditions d'extraction. Car c'est un secret de polichinelle de dire aujourd'hui et de rappeler à tout le monde que le Rwanda n'a aucun gisement de minéraux pour devenir aujourd'hui le premier exportateur du coltan de la République démocratique du Congo. La guerre qui nous est faite aujourd'hui tire ses origines du génocide du Rwanda de 1994. En 1996, le gouvernement zaïrois avait prédit la tragédie et a suscité de la part des Nations Unies une tripartite, Rwanda, Zaïre, HCR. Le gouvernement dirigé par Kengo Adondo avec Maître Kamanda Wakamanda comme Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, avait indiqué les sites pour éloigner les réfugiés et les ex-phares intérieurs d'au moins 150 km de leur frontière pour éviter que cela ne constitue un prétexte pour nous attaquer. Mais au moment de concrétiser ce plan, les Nations Unies ont prétexté le manque de moyens logistiques. Donc, la République démocratique du Congo a été victime de son hospitalité et de son attachement au droit humanitaire international. En 1997, après la création de l'AFDEL, Laurent Désiré Kabila va prendre le pouvoir à Kinshasa. Moins d'une année après, excédé par les violations des droits de l'homme de la part de ses alliés, courageusement, il décida, le 27 juillet 1998, de rompre toute coopération militaire avec le Rwanda et l'Ouganda. Et dans l'immédiat, les avions ont transporté les officiers rwandais et ougandais en direction de leurs capitales respectives. 6 jours après, soit le 2 août, l'avion du Congo Airlines va être détourné de son itinéraire pour atterrir dans le Bas-Fleuve, à Boma, et les officiers rwandais ont obtenu le ralliement des militaires qui étaient cantonnés dans le centre de Kitona. Je ne vous rappelle pas l'histoire avec la chute de la cité d'Inga, coupure d'électricité, et leur avancée jusqu'au-delà de Bazangungu en direction de Kinshasa, n'eût été les décisions prises le 8 août 1998 à l'issue du sommet de Victoria Falls de la SADC, sommet auquel votre humble serviteur avait pris part en tant qu'expert. Décision de demander, conformément à la charte de la SADC, d'intervenir pour aider tout pays membre agressé. Et c'est ainsi que l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie sont entrés en danse, et les vaillants patriotes de Tchangou et de Kinshasa pour faire échec à l'agresseur.
L'accord de Lusaka conclut le 10 juillet, le 30 juillet et le 30 août entre la République démocratique du Congo, ses alliés et le Rwanda et le mouvement de rébellion. Cet accord n'a rien changé sur le terrain. Plus tard, le 8 mai 2000, nous allons obtenir le plan de désengagement de Kampala. Pour ceux qui ne comprennent pas le langage militaire, c'est-à-dire les troupes là où ils étaient en confrontation. À Bouende, à l'Équateur, à Lissala, à l'Équateur, à Kabinda, dans le Grand Kasaï, et à Kabalo, dans le Grand Katanga. Ces troupes devaient se déporter de 15 km à l'arrière pour laisser la place aux observateurs des Nations Unies pour rendre la reprise de la guerre impossible. Les sous-plans des engagements des Harare sont intervenus et nous avons eu la calmie relative, mais cela n'a pas freiné les élans des agresseurs. Mzee Laurent Désiré Kabila fut assassiné le 17 janvier 2001. Quelle tragédie pour notre pays. On dirait que le mois de janvier, c'est véritablement le mois des martyrs et de nos héros. Dans la quête, toujours, de la paix, je le rappelle puisque l'histoire se répète, nous nous retrouvons encore une fois dans la même situation et pour éviter les erreurs du passé, nous allons de Lusaka nous rendre à Gaborone, de Gaborone à Addis Abeba, Lagos, Bruxelles pour atterrir à Sun City où nous avions signé l'accord global et inclusif le 17 décembre 2002. Et le 30 juin 2003, le gouvernement 1+4, incluant les chefs rebelles et les membres des rébellions, fut mis en place. Après 3 ans, on organise les élections. Après les élections, en général, pour ne pas le nommer, Nkunda décide de rester à Goma avec sa troupe. À Kinshasa, tout le monde est distrait. Mais voilà que le CNDP va prendre Saké et la guerre va commencer à Goma. Défait par les Congolais qui aiment leur patrie, et nous croyons qu'avec la brigade spéciale qui était intervenue en 2013, on ne pouvait plus parler des mouvements M23 puisque le CNDP a donné naissance au M23. Mais nous voilà encore aujourd'hui avec le M23 qui a ressuscité avec la même force, les mêmes alliés pour agresser la République démocratique du Congo. Nous disons, et c'est une recommandation aux honorables députés, ce que nous allons faire comme contribution sur le plan diplomatique, sur le plan politique, devra tenir compte des erreurs que nous avons commises dans le passé. Je ne vais pas vous rappeler des mixages et des juxtapositions et des brassages qui étaient faits à la hâte. Je ne vais pas vous rappeler des primes de guerre qui avaient été données aux chefs de guerre et qui ont certainement suscité d'appétit à d'autres chefs de guerre et qui espèrent eux aussi être récompensés comme s'ils avaient mené un travail du développement de la République démocratique du Congo alors qu'on est en train de tuer notre population. Je voudrais insister sur le fait que
nous, députés de la République démocratique du Congo, nous sommes profondément convaincus que nous vaincrons par tous les moyens. Parce que tous, nous sommes prêts à faire le même sacrifice que les évêques évoqués ici, les Mamadou Ndala, les Chirimwami, les Alexis, tous ceux qui, Baouma, tous ceux qui sont morts, Boudjamabe, les Wazalendo, nos forces armées. Je vous ai dit que nous devenons tous aujourd'hui des soldats. Je disais que nous, députés nationaux de la République démocratique du Congo, nous sommes profondément convaincus que nous vaincrons. J'ajouterai qu'il n'y aura pas de balkanisation de la République démocratique du Congo. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous n'avons jamais traversé une seule frontière avec nos voisins. Nous avons la foi en Dieu. Ce pays de plus de 100 millions d'habitants, 2 345 000 km², c'est l'union sacrée des intelligences, de la sagesse que nous devons maintenant, en même temps que nous avons l'union du côté des forces politiques et sociales, nous devons mettre à profit en ce moment pour donner au président de la République une contribution constructive pour que nous gagnions cette guerre sur le plan diplomatique et sur le plan politique. Et je voudrais terminer en disant, à travers les honorables députés, à toute notre population, civils et militaires, membres du gouvernement ou citoyens simples, évitons de communiquer en désordre et à l'emporte-pièce sur des questions sensibles. Nous devons tous, beaucoup se sont posé la question, pourquoi le président de l'Assemblée nationale ne parle pas? Non, le président de l'Assemblée nationale travaille comme une fourmi. Le président de l'Assemblée nationale relaye les orientations et les messages du président de la République. Nous sommes des institutionnels et vous les députés, quand vous allez faire vos émissions à la télévision, évitez d'ajouter l'huile au feu. Honorables députés, chers collègues, aimons notre pays et renouvelons tous ensemble le serment de ne jamais trahir le Congo. Bonne réflexion dans cette voie pacifique que nous avons choisie à la demande du commandant suprême. Mais je termine en disant: qui veut la paix prépare la guerre. Ne soyons pas distraits.